Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres. La morgue de l'hôpital de Bogodougou, Ouagadougou, l'un des grands centres de santé du pays. Ici, des centaines de personnes, la plupart membres des 39 personnes tuées mercredi à Bongo. À tour de rôle, chaque famille passe, rentre dans un bureau, remplit un formulaire et récupère son corps. Le silence est paysan. C'est la désolation. C'est triste de perdre un proche. Bon, on n'y peut rien. Je ressens de la colère et de l'impuissance d'être incapable ou bien de voir mon pays incapable de se protéger. C'est triste. On est attristé par ces événements qui nous arrivent. On aimerait que tout ça cesse. Nos enfants meurent jeunes. On voulait que tout ça s'arrête. Voilà, le moment qu'on est là, on pleure. Nos enfants, nos frères, tout le monde. Donc on aimerait que tout ça s'arrête. Ici, on tente de savoir la cause de ces attaques au Burkina. C'est une baisse de la garde de la part du gouvernement. Parce que quand il y a eu un peu d'accalmie, ils ont baissé la garde. Les terroristes ont profité. Le gouvernement fait des efforts, mais qu'est-ce que vous voulez? Si ça dépasse le gouvernement, qu'est-ce qu'on va dire? La solution est que le peuple burkinabé se mette ensemble pour vraiment combattre ce phénomène-là. Des familles qui, pratiquement seules ce week-end à la morgue, retiraient les corps de leurs parents. Le président Kaboré a annoncé au lendemain de l'attaque une mobilisation générale contre le terrorisme. Des jeunes volontaires devraient être recrutés pour défendre la patrie, a-t-il déclaré. Une opération dont les contours restent encore à élucider. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Rebecca Nyanki Deng, 47 ans, étudie avec sa fille de 17 ans. Alors que la plupart des mères aident leurs enfants à étudier, chez les Deng, c'est l'inverse. Rebecca était analphabète jusqu'ici, sa fille l'aide maintenant à apprendre à lire et à écrire. Ma mère a maintenant appris beaucoup de mots anglais, comme les salutations, et ça me rend heureuse. Si je rentre tôt à la maison, j'aide ma mère à faire ses devoirs. Faute d'éducation, Rebecca fabrique et vend des bijoux perlés pour gagner de l'argent. Mais c'est si peu qu'elle a du mal à acheter de la nourriture et payer les frais de scolarité de sa fille. Elle a alors décidé de se faire alphabétiser. Nous étudions ici parce qu'ils nous enseignent gratuitement. Si je devais payer pour l'école, je ne serais pas ici. Une chance qu'un nombre croissant de Sud-Soudanais saisissent pour étudier. À peine un quart des adultes peuvent lire et écrire et le gouvernement a fait de leur alphabétisation une priorité absolue pour les sortir de la pauvreté et prévenir les conflits. Au niveau individuel, au niveau d'un pays, avec des communautés qui ont beaucoup de gens instruits, elles travailleront toutes bénéficieront d'une meilleure santé, elles seront plus pacifiques que les personnes analphabètes. Le ministère de l'Éducation a confié à la VOA qu'un peu plus de 208 000 adultes sud-soudanais apprennent maintenant à lire et à écrire. Un chiffre qui augmentera aussi longtemps que la paix actuelle tiendra. Libby Haynes a 92 ans. Les avions ont été sa passion plus de 75 ans. Lorsque sa mère lui a offert $10 comme cadeau d'anniversaire pour ses 17 ans, elle savait exactement quoi en faire. J'ai pris une leçon de pilotage, j'ai dépensé $6 pour louer un Piper Cub pendant 1 heure, $3 pour un instructeur et $1 pour le journal de bord. En 1945, l'adolescente avait déjà terminé un programme de formation des cadets de la patrouille aérienne civile et devient infirmière. Après la Seconde Guerre mondiale, elle décide de retourner dans le ciel. Je venais d'avoir une très forte inspiration et je devais rejoindre l'armée de l'air. Je ne sais pas si je devrais dire guidée par Dieu ou que sais-je, mais c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise dans ma vie. L'armée américaine n'a commencé à enrôler des femmes dans le service militaire actif qu'en 1972. Mais Haynes était déjà météorologiste militaire. Elle se déplaçait avec la patrouille aérienne civile.
et a même réussi à s'acheter un petit avion qu'elle utilisait pour rentrer chez elle le week-end. J'avais un permis d'étudiant lorsque j'ai acheté ce PG 23 Surplus à $500 à l'époque, ce qui représentait 2 mois de salaire. Son travail lui a apporté plus qu'une satisfaction professionnelle car elle y a rencontré son mari, un pilote. Lorsqu'elle est tombée enceinte, une de ses collègues a dit à ses supérieurs qu'elle était en congé. C'était un temps où si vous avez des enfants, si vous tombez enceinte, que vous soyez marié ou pas, vous perdiez votre travail. Au milieu des années 70, les règles ont changé. Les femmes ont été autorisées à piloter des avions, mais pas les avions de combat. Après la guerre du Golfe de 1990 à 1991, cette limitation a été également supprimée. Aujourd'hui, les femmes représentent 14% des effectifs de l'armée américaine. Que se passe-t-il dans le monde de la technologie? Eh bien, comme chaque lundi, nous vous proposons une petite séance de rattrapage et c'est avec Arzuma Compaoré. Nous sommes dans Afrotech. Bonsoir Arzuma. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Alors après le Nigeria, le cofondateur et PDG de Twitter et de la société de paiement mobile Square, Jack Dorsey, est arrivé au Ghana. C'est la deuxième étape d'une tournée africaine censée se poursuivre en Éthiopie et en Afrique du Sud. Dans un tweet, le milliardaire a indiqué qu'il passerait tout le mois de novembre sur le continent où il rencontrera des technopreneurs africains. Dans les coulisses, certains pensent que la visite est en partie due à son intention d'introduire au marché africain le service Square, son autre plateforme de paiement mobile qu'il a cofondée. Si l'on en croit ses nombreux tweets, en tout cas, depuis le début de cette tournée, le PDG du site, qui totalise plus de 500 millions de tweets par jour, n'y est pas que pour les affaires. Il en a profité pour tester le fameux Jollof Rice nigérian et écouter du Tiwa Savage. Alors, ce qui est sûr, c'est que les technopreneurs africains sont bien décidés à sauter sur toute opportunité engendrée par la visite du boss de Twitter. Y compris celle de manger du Jollof Rice. Arzuma, chaque lundi, un focus de la semaine. Tout à fait, John. Direction l'Égypte, où un groupe d'étudiants qui a mis au point un exosquelette robotisé pouvant transporter jusqu'à 90 kg afin de prévenir les blessures causées par le levage d'objets lourds dans les usines et dans les ateliers. Le costume robotisé imite le mouvement du corps humain tout en améliorant les performances à l'aide d'une pression d'air comprimée qui lui permet de distribuer le poids sur la combinaison plutôt que sur le corps du travailleur. Alors, Oussam Mohamed est l'un des membres de l'équipe de développement. Il nous parle ici de leur création. Au début, notre objectif était de concevoir un exosquelette pour aider à soulever entre 70 et 90 kg. Mais à présent, nous visons la barre de 150 à 200 kg. Bien sûr, on a besoin de plus de temps pour y arriver. Son utilisation principale permet de soulager le travailleur du poids de l'objet soulevé, une action qui provoque souvent des douleurs de dos ou toute autre blessure. Cela aidera donc le travailleur à soulever des poids sans avoir le sentiment qu'il est chargé et sans lui causer de blessures. Voilà, le prototype dont la fabrication a coûté environ $930 a été développé dans le cadre d'un projet d'une équipe de 4 étudiants en ingénierie de l'université El-Wan en Égypte. Arzuma Compaoré, qui dit technologie, dit parfois un peu de folie. De quelle folie d'invention parlons-nous aujourd'hui? Alors, connaissez-vous le Cibathlon? Eh bien, c'est un concours unique en son genre qui s'adresse aux personnes handicapées utilisant des technologies d'assistance robotique. Alors, c'est un championnat créé par l'ETH Zurich dans lequel des personnes handicapées physiques rivalisent dans l'exécution de tâches quotidiennes à l'aide de leur technologie bionique. La toute première compétition a eu lieu en 2013 et depuis lors, elle attire des centaines de personnes de 25 pays dans 6 épreuves différentes. Des exosquelettes motorisés, des prothèses de bras, des prothèses de jambes, des jeux informatiques contrôlés par le cerveau, une course de vélo et une course en fauteuil roulant. C'est aussi une plateforme qui permet au public, aux personnes handicapées et aux développeurs de technologies de se rencontrer pour échanger autour de questions de développement de systèmes d'assistance adaptés au quotidien. Le prochain Cibathlon se déroulera du 2 au 3 mai 2020 en Suisse, au Swiss Arena de Kotlen, près de Zurich. Et puis, c'est tout pour Afrotech. On se dit
très vite, à la semaine prochaine, pour encore plus de tech en Afrique et partout ailleurs dans le monde. L'édition 2019 de la Foire internationale du livre de Lomé, qui a mis l'accent sur le développement, a exploré plusieurs pistes afin de permettre au livre de jouer un rôle essentiel dans le développement pour en être même un vecteur. Lorsque nous parlons de développement, nous parlons de ressources humaines de qualité. Et lorsque nous parlons de ressources humaines de qualité, nous parlons de formation, éducation de qualité. Formation, éducation de qualité ne peut se faire lorsque nous mettons le livre de côté. Donc vous comprenez naturellement que le livre reste au centre donc de tout processus de développement. Le chapitre sur l'africanité a été largement abordé par l'écrivain togolais Aïhila lors d'un focus avec des jeunes lycéens. On est parti dans une causerie qui avait pour base mon livre L'ombre des beaux jours. Et je leur ai dit que l'Africain a une école, il y a une école africaine, la sagesse africaine, la philosophie africaine. Et en gros, je leur ai dit, un arbre, quand il tient debout, c'est parce qu'il a une racine. Alors, je leur ai posé la question de savoir quelles sont vos racines à vous. À la réponse à cette question, ils se sont dit, mais écoutez, c'est nos valeurs africaines. Ces échanges ont été l'occasion pour l'auteur de semer la graine de l'amour du livre et de la lecture. La lecture peut nous apporter d'éclaircir nos mémoires, d'élargir nos points de vue. Il m'a inspirée parce que tout d'abord, j'aime écrire. Mais c'est juste que j'ai peur de développer ce que j'ai à dire. Mais grâce à lui, je pourrais écrire quelque chose que je pense depuis toute mon enfance. L'une des particularités de la Foire internationale du livre de Lomé est l'espace enfant. Il s'agit d'une sorte de bibliothèque où de jeunes enfants sont initiés à la lecture. Lire, c'était pour moi prendre un billet pour le paradis, disait Henry Miller. Kailason pour VOA Afrique, Lomé. Je voulais montrer que c'est que le français peut écrire en 10 pages, le Tchoulouba peut le dire en un proverbe. Il y a une dizaine d'années, le journaliste André Chamba découvre Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry dans la bibliothèque d'un ami. Il est happé par le conte publié en 1943 qui décrit la rencontre entre un aviateur perdu dans le désert et un enfant. J'ai compris qu'il y avait dedans des leçons utilisées dans la tradition Louba, notamment dans l'éducation des enfants. Et je me suis dit, il est important pour moi de partager ces leçons avec les locuteurs Louba. Faute d'éditeur, André Chamba détruit le texte qu'il a traduit. 10 ans plus tard, il le réécrit. Cette fois-ci, il sera publié. Je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 de toute terre habitée. Quelques extraits du Petit Prince et de sa version Louba, Kanakam Fumu, ont même fait l'objet d'une lecture croisée à l'Institut français de Kinshasa, mise en espace par Elsa Mingo. 73 ans après sa publication en français, une publication en Chiluba du Petit Prince ne la surprend pas. Il pose des réelles questions philosophiques, en fait. C'est chaque chapitre, chaque passage, chaque échange, chaque rencontre du Petit Prince nous amène à nous questionner de manière plus large sur ce qu'est l'amour, ce qu'est l'amitié, qu'est-ce que la responsabilité. Grisé par le succès inespéré de son initiative, André Chamba se prend à rêver de voir Le Petit Prince en Chiluba au cinéma. Anastasie Tudièche, VOA Afrique, Kinshasa. Bonsoir à tous. Effectivement, l'Algérie qui reprend Haris Belkebla pour les éliminatoires de la CAN 2021. Le milieu de terrain de Brex, exclu pour des raisons disciplinaires, a été rappelé par le sélectionneur Djamel Belmadi. Haris Belkebla a raté la CAN 2019 remportée par les siens après avoir exhibé son postérieur sur Internet alors qu'un de ses coéquipiers jouait à un jeu en ligne. En revanche, Yassine Brahimi, qui portait le brassard de capitaine lors du dernier match des Fenech, n'a pas été convoqué. On note aussi le retour de l'attaquant de Montpellier, Indy Delors, absent en octobre à cause d'une blessure. Les Fenech affronteront la Zambie ce jeudi en Algérie, puis le Botswana le 18 novembre à Gaborone pour les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2021.
Pendant ce temps, l'ancien président de la Fédération tanzanienne de football a été sanctionné par la FIFA. Gamal Emile Malinzi a été suspendu 10 ans de toute activité liée au football pour détournement de fonds. L'ancien président de la Fédération tanzanienne, également ancien membre d'une commission de la FIFA, a aussi été condamné à une amende de 455 700 €. Il a été reconnu coupable de détournement de fonds de la FIFA, de la CAF et de sa propre fédération. Entre 2013 et 2017, Malinzi est également suspendu pour avoir falsifié une résolution du comité exécutif de sa fédération. Et pour finir, John vous l'annonçait en titre, ici aux États-Unis, Seattle a remporté le championnat nord-américain de football après son succès à domicile hier face à Toronto, battu 3-1 en finale de MLS. C'est le deuxième titre de son histoire. Suivez. Toronto FC peut nourrir de grands regrets après sa défaite en finale de MLS, lui qui n'est pas parvenu à concrétiser sa domination en première mi-temps au CenturyLink Field. La franchise canadienne chute à nouveau en finale face à Seattle, comme en 2016, mais le coach préfère se focaliser sur une saison réussie dans l'ensemble. Sur notre route, nous avons joué de très bonnes équipes avant cela et nous avons obtenu de très bons résultats. Et nous sommes sentis confiants que nous pouvons le faire aujourd'hui. Et malheureusement, nous n'avons pas réussi. Tout s'est joué en seconde partie pour les Sanders qui ont mis les bouchées doubles après une première mi-temps ratée. Un but contre son camp de Kelvin Leerdam de Toronto a ouvert la marque. Puis entré en cours de jeu, Victor Rodriguez a signé sa réalisation du plat du pied avant que Raúl Ruidiaz ne crucifie Toronto. José Altidore a tout de même sauvé l'honneur en fin de match pour la franchise canadienne. Je pense qu'en deuxième mi-temps, nous avons mieux joué notre football. Nous avons gardé un peu plus la balle et pour moi, cela a été la clé du jeu. Je suis fier de tous mes coéquipiers. Je pense que nous le méritons et je suis vraiment heureux. C'est la troisième finale entre les deux franchises en seulement 4 ans. La première a été remportée par Seattle en 2016 au tir au but, avant la revanche des Canadiens l'année suivante 2-0. Cette fois, pour une première à la maison, Seattle a eu la belle. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Fin de ce journal.